siento, entiendo un poco español, pero no puedo hablar. Donc je présenterai en français et j'essaierai de ne pas parler trop vite pour que vous puissiez comprendre. Donc merci beaucoup pour l'invitation à introduire ce séminaire. J'ai effectivement publié ce livre il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et depuis j'ai eu l'occasion de beaucoup de discussions sur effectivement l'avenir, sur la question du livre numérique et aujourd'hui je vais essayer de développer plutôt l'idée de nouvelles relations qui commencent à se construire entre les auteurs et les éditeurs à la faveur du livre numérique. J'aime beaucoup cette image où on voit un vrai livre à l'intérieur d'un faux livre, d'un iPad. Voilà, alors quelques remarques en premier lieu. Peut-être pour rappeler d'abord, car c'est très important, que le livre, c'est ce qu'on appelle en économie un bien de prototype, c'est-à-dire un bien qui a quelque chose d'unique. Si vous êtes éditeur, vous allez publier un livre, puis un autre titre, etc. Et donc, cela implique une prise de risque qui est importante, un risque économique, un risque industriel. Et pour l'éditeur, ce risque, il le prend pour chaque livre. Même s'il édite quelqu'un qui est relativement connu, il y a toujours une prise de risque. Et on évoque à propos des industries culturelles l'idée d'une loterie, d'une logique de loterie, c'est-à-dire que l'éditeur lance beaucoup de titres et ensuite va promouvoir, va soutenir les titres qui ont les plus de chances de recueillir du succès. Et cette logique de loterie entraîne le fait que l'offre est surabondante. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on publie chaque année plus de 40 000 titres, ce qui est considérable par rapport à la capacité du marché de proposer ces titres. Et donc, beaucoup de titres vont disparaître presque aussi vite qu'ils ont été produits. Donc, une offre surabondante, une logique de loterie, et des best-sellers, j'y reviendrai, qui sont extrêmement importants, qui conduisent le marché, c'est-à-dire que les éditeurs espèrent à chaque titre produire un best-seller. Et ils soutiennent les best-sellers et ont tendance à laisser les autres livres un peu de côté. Et donc, dans le partage du risque entre l'éditeur et l'auteur, c'est vrai que l'auteur subit d'une certaine manière une grande part du risque, puisque son livre va être lancé, et s'il ne recueille pas du succès presque immédiatement, il disparaît du marché. Non. Parce qu'il y a énormément de titres sur le marché. Ma deuxième remarque est que le livre numérique se développe très lentement. En Espagne, en France, extrêmement lentement. En France, il représente aujourd'hui un peu plus que 5% du marché. Aux États-Unis, il y a eu un démarrage relativement rapide. On est arrivé à 20-25% du marché. Mais aujourd'hui, cette année, il y a eu un palier et même une légère descente. Donc on a un marché qui se développe lentement pour toute une série de discussions, de raisons qu'on pourra discuter tout à l'heure. Ma troisième remarque est qu'une des raisons de cette lenteur de la migration du livre vers le numérique, c'est que ce qui s'est passé dans la musique ou dans la presse n'incite pas les éditeurs à aller vers le numérique. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans la musique, les producteurs, les labels de musique ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires en 6 ans.
Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de musique, notamment numérique, qui se mettent en place, qui commencent à être rentables, mais c'est vrai que pendant des années, les labels de musique ont perdu de l'argent, hein, et beaucoup d'argent. Il y a aussi la question du piratage, etc. Et du côté de la presse, la difficulté à trouver des nouveaux modèles économiques. Par exemple, je vous donne juste un exemple, la marque la plus connue de presse, le New York Times, n'arrive pas vraiment à trouver un modèle économique soutenable pour le numérique. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que le numérique se développe lentement et du coup, par exemple en France, il y a une tendance à adopter des régulations, une politique qui freine le développement du numérique. C'est la loi sur le prix unique du livre numérique, on pourra en parler, ou c'est l'encadrement du streaming, hein, la quasi-interdiction du streaming pour le livre. Alors, il me semble qu'il y a au moins 4 éléments qui caractérisent, qui influencent la relation auteur-éditeur dans l'univers numérique. Le premier élément, c'est la révolution des usages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, du côté des usages, on peut parler d'abord de l'auteur. L'auteur s'est approprié très tôt les outils numériques. Ça fait longtemps que l'auteur donne une version numérique de son livre à l'éditeur, ce qui permet de baisser les coûts. Et c'est vrai que le gain en productivité pour l'éditeur, l'auteur ne l'a pas trop vu, n'a pas trop bénéficié du gain en productivité. Et c'est une vraie question. C'est une question d'ailleurs qui touche les économistes sur toute la question numérique. Les travaux, par exemple, de Solow, il y a très longtemps, qui a eu le prix Nobel d'économie, ou les travaux plus récents d'un économiste comme Gordon, montrent bien que les gains en productivité ne sont pas nécessairement visibles, et en tout cas, les auteurs n'en ont pas vraiment bénéficié, en tout cas jusqu'à présent. Deuxièmement, dans les usages, l'auteur dialogue directement avec le lecteur, s'il le souhaite, par exemple sur Facebook. Il y a des nouvelles formes de prescription, de recommandation, j'y reviendrai, et on voit aussi un usage très important, c'est le développement du streaming. Pas très important dans le domaine du livre, mais qui devient l'usage dominant dans le domaine de la vidéo et dans le domaine de la musique. Et on peut s'interroger sur ce qui adviendra pour le livre. C'est une question extrêmement importante parce que derrière, il y a une question, j'y reviendrai, de partage de la valeur. La deuxième grande caractéristique qui influe les relations entre l'auteur et l'éditeur, c'est le poids des géants, et notamment des géants américains, Amazon, Google. Ce poids des géants implique beaucoup de questions sur le partage de la valeur. Quel va être le juste partage de la valeur? Et j'y reviendrai, c'est ma deuxième grande question. Le troisième élément, c'est ce qui frappe quand on regarde l'édition de livres, ça vaut aussi pour la musique d'ailleurs ou pour la presse, c'est qu'il n'y a pas un modèle pour le numérique, il y a toute une variété de modèles, de business models, et cela implique des nouveaux modes de rémunération pour les auteurs et une évolution du contrat d'édition, ce sera mon troisième point. Et enfin, j'ajouterai que ce que l'on observe surtout, c'est ce qu'on appelle une disruption, c'est-à-dire une transformation de toute la chaîne de valeur, celle qui va de l'auteur jusqu'au lecteur, hein, avec un éclatement de cette chaîne et notamment des phénomènes de désintermédiation qui sont extrêmement importants, avec la montée du phénomène de l'auto-édition, dont je crois qu'il ne faut pas le négliger. Deuxièmement, la disparition de certains détaillants. On a vu par exemple disparaître des chaînes de librairies extrêmement importantes, hein, comme Borders aux États-Unis, mais aussi en Australie, en France, etc. Il y a eu vraiment un phénomène de réorganisation
de la chaîne de valeur, et puis de nouvelles formes de valorisation des œuvres. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, dans la musique, ce qui s'est passé, le disque a presque disparu, pas complètement. En revanche, les concerts ont repris de l'importance, et les musiciens gagnent plus d'argent qu'auparavant sur les concerts. Et on observe du côté du livre quelque chose qui se développe, c'est par exemple les lectures que donnent les auteurs, les conférences qu'ils donnent, etc., comme nouvelle manière de gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être perdre de l'argent sur la vente de livres et en gagner sur le spectacle vivant du livre, c'est-à-dire les lectures publiques, etc., qui se développent beaucoup, notamment, par exemple, en Allemagne. Donc voilà toute une série de phénomènes, et pour développer tout cela, j'essaierai de développer le plus rapidement possible 4 grandes questions. D'abord, la première, quelques éléments donc sur cette révolution des usages. Alors, je ne vais pas tout développer, mais il me semble qu'il faut insister sur quelques points. D'abord, le livre numérique, c'est évidemment la fin de la propriété. C'est-à-dire, vous ne possédez pas un bien physique, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous ne possédez pas, donc, vous n'achetez pas ce bien physique, et pour le consommateur, pour l'usager, c'est un nouveau rapport qui se tisse avec le livre, et dès lors qu'il n'y a pas de propriété, c'est vrai que du coup peuvent se développer toutes sortes d'usages nouveaux du livre. Et on y reviendra ensuite. Deuxième élément, du côté des usages, c'est la fragmentation de la lecture et le nomadisme des usages. Nous sommes nomades, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai mon Kindle parce que je voyage beaucoup, et sur mon Kindle, je vais avoir beaucoup de livres et je vais me promener dans ces livres, peut-être plus aisément que quand j'ai un livre papier que je suis en train de lire. Un des enjeux, ça va être la capture des attentions. Dès lors que nous avons des usages un petit peu nomades, dès lors que nous lisons sur toutes sortes de devices, de matériel, notre attention est beaucoup plus fluctuante. Et un des enjeux, plus que jamais, pour l'auteur, pour l'éditeur, c'est de capturer l'attention du lecteur, de capturer son intérêt. Et l'éditeur doit se réinventer, il doit apprendre un nouveau métier qui est celui d'essayer de guider le lecteur, l'acheteur de livres, vers les auteurs qu'il publie. Et là-dessus, je pense que les éditeurs sont aujourd'hui très en retard. C'est-à-dire qu'ils continuent de développer, d'une certaine manière, les mêmes modes de recommandation qu'autrefois. Et sur le numérique, les recommandations vont être portées par les réseaux sociaux et tout particulièrement par Amazon. Le troisième élément, c'est le brouillage de la figure de l'auteur. Il y a des formes de réappropriation sur le numérique, on le sait bien, les réappropriations des textes, et c'est vrai que la figure de l'auteur, derrière le mot auteur, il y a autorité, il y a un certain pouvoir intellectuel. C'est vrai que cette figure se brouille et dans le fond, par exemple, vous avez tout un continuum entre l'écriture la plus simple, celle du blog, et l'écriture la plus développée, celle du livre. Et dans le fond, il y a toute une série de manières d'écrire et le livre perd une part de son autorité. Enfin, un dernier élément qui, me semble-t-il, est très important derrière les usages, il y a eu beaucoup de discussions sur ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire le fait que grâce au numérique, peut-être les livres les moins vendus se vendraient mieux. C'est peut-être que nous, lecteurs, nous irions dans les fonds de catalogue vers les produits de niche et que ces produits de niche pourraient remonter, être mieux vendus et du coup peut-être trouver leurs lecteurs.
Pourquoi? Parce que une librairie, par exemple, si vous publiez un livre, un titre qui est un peu un produit de niche, une librairie n'a pas intérêt à le proposer. En revanche, sur Internet, on peut rassembler virtuellement les lecteurs de ce produit de niche. Et donc, peut-être y a-t-il des chances pour cette longue traîne. Alors j'ai étudié la longue traîne et vous voyez là, vous voyez par exemple ce qu'on appelle la longue traîne, c'est le fait que vous avez beaucoup de titres qui se vendent très peu et très peu de titres qui se vendent beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe avec le numérique? Il semble que les titres qui se vendent beaucoup se vendent encore mieux, donc plus de best-sellers, plus de best-sellerisation, mais d'un autre côté, à l'autre bout, c'est vrai que les produits de niche trouvent un peu mieux leur public. Voilà, donc on a un petit peu une remontée là, mais très faible pour l'instant, c'est-à-dire que pour l'instant, la longue traîne est plus une illusion, une promesse, que véritablement quelque chose qui se produit. Bien, alors, par rapport à tous ces usages, ces nouveaux usages, le deuxième élément, avant de voir quels sont les véritables changements de la relation auteur-éditeur, le deuxième grand élément, c'est évidemment le poids des géants, en particulier Amazon, et cela pose la question de savoir à qui appartient la valeur, dans le fond, la valeur que représente un livre, que représente plus généralement un produit culturel, à qui appartient-elle? Alors, les géants, je ne peux pas m'attarder très longuement, puis ça n'est pas le but de cette présentation. Les géants, ce sont souvent des acteurs venus d'ailleurs, des États-Unis. Nous savons qu'en Europe, nous avons manqué, d'une certaine manière, le tournant du digital, hein, c'est-à-dire que les moteurs de recherche sont pour l'essentiel américains. En gros, 90% de part de marché de Google pour ce qui est des moteurs de recherche en Europe, 75% aux États-Unis. Donc, l'essentiel des grands géants de l'Internet sont américains. Et du point de vue de l'activité, ce sont des géants qui viennent souvent d'un autre monde que le monde culturel. Google, c'est avant tout un moteur de recherche, et Amazon a commencé comme librairie, mais en réalité aujourd'hui, Amazon, c'est une place de marché qui vend toutes sortes de choses, de l'épicerie, des jouets, etc. Et dans le fond, la place du livre est beaucoup moins importante qu'elle a pu l'être. Et la logique culturelle n'est pas dominante pour ces géants, même si la logique d'Amazon et de Google est extrêmement différente. On pourra y revenir. Et la question qui se pose, c'est effectivement comment récupérer la valeur créée lorsque les géants ont, eux, la possibilité de le faire. Je vous donne un exemple dans la presse. Les grands journaux se sont dit, mais dans le fond, Google News propose nos articles et nous voulons récupérer la valeur créée par ces articles, et notamment la publicité. Et Google a dit, il n'est pas question que je vous paye parce que ça n'est pas mon modèle. Alors, certains journaux, notamment en Belgique, ont dit, ben, dans ce cas, on enlève nos articles de Google News. Et puis, au bout de quelques mois, ils ont dit, non, finalement, on revient dans Google News gratuitement parce que le trafic généré par Google News était si important que la perte de trafic ne valait pas la peine de sortir de Google News. Autrement dit, on est d'une certaine manière capturé par les géants qui sont dans des positions, qui ont ce qu'on appelle un pouvoir de marché qui est considérable. Alors, justement, notamment parce qu'ils capturent la diffusion, dans le cas de la presse, Google News, ou dans le cas du livre. Et ça, c'est un vrai sujet, et par rapport auquel il faut quand même différencier les géants, c'est-à-dire qu'on peut différencier du point de vue de ce qu'on appelle le verrouillage. Amazon, c'est un système verrouillé. Hein. C'est un système qui n'est pas interopérable, qui est propriétaire. Un système propriétaire, c'est-à-dire si vous avez un Kindle, vous achetez vos livres numériques sur le magasin Kindle,
Et si vous voulez les mettre ensuite sur un autre device, par exemple sur votre ordinateur, aujourd'hui vous pouvez le faire, mais je vous souhaite bonne chance. Car en général, c'est très difficile. Même moi, j'ai du mal, alors que c'est ma spécialité. Donc voilà, ce sont des systèmes verrouillés. En face, vous avez le système Google qui est très différent. C'est avant tout une bibliothèque, avec l'idée d'une bibliothèque universelle. Bon, théoriquement pour faire le bien de l'humanité, mais aussi, je dois dire, pour améliorer justement le moteur de recherche, c'est-à-dire grâce au fait que les livres du monde entier ont pu être numérisés, en passant par-dessus le droit d'auteur, eh bien la qualité du moteur de recherche est de plus en plus grande, et du coup c'est vrai que maintenant si vous allez, par exemple si vous voulez utiliser d'autres moteurs de recherche, souvent, ce qui est mon cas, on se dit bon allez je vais aller sur autre chose de Google, et puis finalement on revient sur Google parce que l'efficacité de Google est extraordinaire à la faveur donc de cela. Effet de taille, c'est ce qu'on appelle, nous économistes, les externalités de réseau, c'est-à-dire plus vous êtes efficace sur le monde de l'Internet, et plus vous êtes efficace. Et donc il y a une espèce d'efficacité infinie qui se met en œuvre, et ces géants ont mis en œuvre ce qu'on appelle des stratégies d'intégration verticale, et aujourd'hui Amazon est présent par exemple sur toute la chaîne de valeur éditoriale, depuis l'auto-édition, l'édition proprement dite, la vente, etc. C'est-à-dire une capacité à être présent sur tous les étages de la chaîne de valeur. Et cela, c'est évidemment quelque chose qui peut être inquiétant, qui montre une capacité à avoir un pouvoir de marché considérable, et en même temps une diversification, c'est-à-dire non seulement le livre, mais d'autres produits culturels. Et pour en donner un exemple très important à mon sens, c'est par exemple ce que Amazon met en place pour concurrencer aujourd'hui Netflix, c'est-à-dire le domaine de la vidéo en ligne et des abonnements illimités, avec en plus la volonté de produire des œuvres et pas seulement de les vendre. Voilà, alors tous ces modèles perturbe évidemment la rémunération des auteurs et la relation auteur-éditeur, et c'est là-dessus que je voudrais à présent m'attarder. Alors, on peut dire qu'il y a trois grands modèles dans le monde numérique. Il y a celui de la gratuité, qui est un modèle important où le contenu, le livre, va servir de tremplin vers des accès payants de type miroir ou service. Par exemple, vous pouvez accéder gratuitement à un livre avec un financement par la publicité. Évidemment, si de la gratuité et publicité, on va voir tout à l'heure qu'il faut changer le contrat d'auteur, parce que le contrat d'auteur, il est assis sur un prix. Et là, tout à coup, le prix disparaît. Vous pouvez aussi avoir des systèmes où le livre est gratuit pour le public et payant, par exemple, pour le restaurateur, pour un guide de restaurant. Comment payer l'auteur? On en discutera tout à l'heure. Le deuxième grand modèle, c'est ce qu'on appelle le miroir, c'est ce qui est le plus simple, c'est-à-dire on essaye de faire quelque chose qui est au plus près de ce qui existait auparavant dans le monde physique. C'est-à-dire qu'on va acheter les livres par téléchargement. Une fois qu'on l'a téléchargé, on possède le livre autant de temps qu'on veut. Il y a pérennité de l'accès. La tarification est à l'unité, avec un décalage par rapport au livre papier. Et ce décalage par rapport au livre papier est essentiel pour l'auteur, parce que si le livre est moins cher, évidemment, ça pose la question de ce qui reste pour l'auteur. Enfin, il y a le système du service, c'est-à-dire le consommateur achète un service associé à un contenu plutôt qu'un livre. J'y reviendrai. Alors, à tout cela correspondent des actes commerciaux. On peut acheter à l'unité. J'achète un livre, puis un autre, puis un autre. On peut acheter ce que j'appelle à la découpe, c'est-à-dire par chapitre. Vous achetez un chapitre.
Vous pouvez acheter des pages. C'est valable surtout, par exemple, dans le domaine du livre pratique, du livre universitaire, etc. On peut louer ou on peut acheter définitivement. On peut acheter un droit à un certain nombre de téléchargements. C'est ce que font les bibliothèques quand elles achètent un livre numérique, qu'ensuite elles vont prêter. L'éditeur peut décider de vendre ce qu'on appelle des bouquets, par exemple un bouquet de livres sur le sport, par exemple. On peut vendre des abonnements, par exemple à une collection. Et enfin, il peut y avoir ce qu'on appelle l'abonnement illimité, qui pose beaucoup de questions. Donc il y a toutes sortes de modèles commerciaux. Il y a en plus de nouveaux modèles qui se mettent en œuvre, par exemple à travers le crowdfunding, c'est-à-dire que vous êtes un auteur, dans le système de l'auto-édition, par exemple, vous voulez publier un livre et vous faites appel au crowdfunding. Ça existait depuis longtemps déjà, en réalité, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien lancer une souscription. C'est un peu la même chose, sauf que ça prend une dimension nouvelle dans le monde numérique. Et on peut aussi financer par la publicité. À ce moment-là, on est dans un modèle d'affaires que les économistes appellent des marchés à double face. Ça existe depuis longtemps dans la télévision, par exemple. Qu'est-ce que c'est un marché double face? C'est un marché où vous vendez d'une part un programme, par exemple dans la télévision, vous vendez d'une part, vous vendez ou vous donnez, peu importe, un programme à des téléspectateurs d'un côté, et vous vendez de l'espace publicitaire à des annonceurs, et le prix de l'espace dépend du nombre de gens qui regardent le programme. Voilà donc les modèles économiques. Alors, où est la disruption et que devient le contrat d'auteur? La disruption. L'auto-édition me semble quelque chose de très très important. Il y a de nombreux exemples de livres qui ont été auto-édités et qui finalement ont très bien marché. J'en donne beaucoup dans mon livre, il y en a beaucoup aujourd'hui. En même temps, ce sont des exemples, simplement. L'auto-édition, il y a de tout. Alors, les sites sont extrêmement nombreux. Vous en avez beaucoup aux États-Unis, vous en avez beaucoup en France, beaucoup en Espagne aussi. Je donne quelques exemples ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez ces sites qui se sont créés, qui se sont spécialisés dans l'auto-édition. Vous avez aussi des plateformes, les plateformes des grands distributeurs et des libraires électroniques qui ont créé des sites d'auto-édition. Par exemple, Apple. Vous avez le e-book author de Apple. Vous avez aussi Barnes & Noble, qui est un libraire, qui a créé une plateforme d'auto-édition. Et vous avez surtout Amazon, qui a créé cette plateforme d'auto-édition. Et ce qui est intéressant peut-être, et qui montre que ce phénomène, il ne faut pas le négliger, par exemple, un éditeur classique, traditionnel, comme Penguin, a acheté une plateforme d'auto-édition qui s'appelle Author Solution pour 116 millions de dollars l'année dernière. Donc il y a vraiment un intérêt aussi des éditeurs là-dessus. Alors je crois que derrière l'auto-édition, il y a plusieurs phénomènes. Il y a des auteurs amateurs qui veulent écrire pour leur famille, qui veulent raconter leurs souvenirs d'enfance et les laisser à leur famille. Ça, c'est un phénomène qui a toujours existé, qui prend de l'ampleur avec l'auto-édition et qui ne me semble pas être très intéressant. Ce qui est intéressant, en revanche, ce sont les plateformes d'auto-édition qui sont devenues des viviers pour les éditeurs. C'est-à-dire les éditeurs vont aller sur ces plateformes, et ça existait déjà dans la musique, ils vont regarder, et ils vont se dire, tiens, ce livre est intéressant, ce manuscrit est intéressant. Autrement dit, c'est une nouvelle manière de travailler pour l'éditeur. Ça n'est pas trop développé chez beaucoup d'éditeurs traditionnels, mais en réalité, ça commence à se développer parce qu'ils vont repérer là des auteurs qui sont prometteurs et ils vont essayer de signer des contrats d'édition classiques avec eux. Il y a beaucoup d'exemples. Le troisième élément, c'est ce que j'ai appelé l'auto-édition ingrate, c'est-à-dire
l'auteur qui devient célèbre et qui se dit, dans le fond, je peux me passer de mon éditeur. Ce sera valable, par exemple, l'auteur de Harry Potter a sa plateforme d'auto-édition et n'hésite pas à jouer là-dessus. Et puis, la dernière forme d'auto-édition, très intéressante aussi, c'est l'auto-édition spécialisée, c'est-à-dire, par exemple, vous savez, vous êtes auteur, par exemple, moi je suis spécialiste d'économie de la culture, donc j'écris des essais, mais dans le fond, si je veux écrire un essai très pointu, je connais déjà les lieux où on s'intéresse à l'économie de la culture, j'auto-édite mon livre et j'envoie ensuite l'information aux lieux qui s'intéressent à cela. L'auto-édition, au début, quand j'en parlais avec les éditeurs, ils se moquaient un peu, la méprisaient un petit peu. Elle commence à susciter une certaine inquiétude. Pourquoi? Parce qu'elle peut être quelque chose qui va faire que échappe à l'éditeur une partie de son marché. Or, un éditeur a besoin de l'ensemble de son marché pour construire un équilibre économique. Et donc l'auto-édition me semble quand même quelque chose, un phénomène important qu'il ne faut pas négliger, qui envoie des messages aux éditeurs, faites des efforts, travaillez pour promouvoir mes livres, et qui, à mon avis, interroge quand même l'avenir de l'ensemble du secteur éditorial. Et cela m'amène à mon dernier point sur les contrats d'auteur qui se négocient aujourd'hui et qui se négocient quand même avec une certaine tension. J'ai fait partie d'un conseil qui s'appelle le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en France, et on a, dans ce cadre, négocié un nouveau contrat d'auteur, et je vais vous en parler et vous montrer les questions qui, à mon sens, restent tout à fait ouvertes. Alors, le contrat d'auteur, qu'est-ce que c'est? Le contrat d'auteur, en règle générale, c'est un contrat à travers lequel l'auteur cède ses droits à l'éditeur en contrepartie d'une rémunération, soit d'une avance, pas toujours d'une avance, ça dépend, d'une rémunération sur le succès de l'œuvre, et avec une demande implicite ou explicite que l'éditeur fasse des efforts pour promouvoir l'œuvre, pour la vendre, etc. Et donc, c'est autour de cela que les choses aujourd'hui vont se jouer. Aujourd'hui, dans le contrat d'auteur en France, il y a obligatoirement, vous voyez, une partie distincte qui porte sur la version numérique de l'œuvre. Donc il faut que ce soit explicite. Et l'éditeur s'engage, vous voyez, à assurer ce qu'on appelle une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale de l'œuvre. Et en cas de manquement à cette obligation, l'auteur peut reprendre son œuvre. Alors tout ça, c'est très joli sur le papier. Mais c'est compliqué ensuite à mettre en œuvre. Je vais détailler un petit peu, mais qu'est-ce que c'est qu'une exploitation permanente et suivie dans le monde numérique? Est-ce que c'est simplement le fait qu'une œuvre figure dans un catalogue, ou est-ce que c'est un peu plus que cela? Et à quel moment l'auteur peut reprendre son œuvre et dans quelles conditions? Alors, on va essayer de préciser justement cela. Donc, le contrat d'auteur aujourd'hui précise un certain nombre de choses. Première chose, il précise la durée de la cession du droit d'auteur, du droit d'exploitation numérique. 5 ans, 10 ans, 3 ans, 50 ans, 70 ans. J'en reparlerai. Deuxièmement, il précise les formes d'exploitation numérique qui sont envisagées et les modalités de rémunération de l'auteur, ainsi que le mode de calcul retenu, c'est-à-dire comment on va évaluer cette rémunération, sachant que la rémunération doit être juste et équitable. Ce sont des mots extrêmement corrects, en quelque sorte, mais qu'est-ce qu'on met derrière? C'est un petit peu compliqué. Alors, l'assiette de la rémunération.
L'idée est que l'éditeur doit rémunérer l'auteur sur tout ce qu'il va toucher à partir de l'œuvre, y compris des recettes publicitaires qu'il pourrait encaisser grâce à l'œuvre. Donc on prend en compte le monde numérique, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut, dans le fond, vendre un livre gratuitement, à 0 €, mais encaisser des recettes publicitaires. L'éditeur rémunère l'auteur à ce titre. Deuxième élément, le contrat ne peut porter, bien sûr, que sur les modalités existant lors de la signature. Mais on va spécifier que une source future de revenus peut apparaître et qu'alors on la prendra en compte ultérieurement. Et le contrat inclut la possibilité de réexaminer les modes de rémunération de l'auteur au bout de 4 années, théoriquement, parce qu'en pratique, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, le contrat précise la périodicité, les conditions de reprise de l'exploitation numérique. Et ça, c'est un point très important. Dans le fond, si l'auteur n'est pas content, parce que l'éditeur ne remplit pas son rôle, théoriquement, il peut reprendre son contrat. Et l'éditeur s'engage, lui, à exploiter l'œuvre dans sa totalité sous une forme numérique, la présenter à son catalogue, la rendre accessible dans un format, et ça c'est très important, dans les formats usuels, c'est-à-dire les formats qu'on trouve aujourd'hui, et pas seulement dans un format propriétaire, mais aussi dans des formats qu'on appelle non propriétaires, pour le dire en d'autres termes, pas seulement pour Kindle, mais dans d'autres formats, des formats plus ouverts que le format Kindle, et la rendre donc accessible à la vente. Ça, c'est l'engagement de l'éditeur. Donc voilà le nouveau contrat d'auteur, il pose des questions, bien sûr, et c'est là-dessus que je voudrais m'étendre un tout petit peu avant de finir. Premièrement, l'assiette de la rémunération. On l'a dit, le prix baisse. Aujourd'hui, en France, en moyenne, un livre numérique, c'est 30% moins cher que le livre papier. La question qui va se poser, c'est quel est le taux de rémunération de l'auteur? S'il reste 10% comme dans le monde papier, ça veut dire qu'il va beaucoup baisser. Donc il faut augmenter ce taux, et c'est là l'objet d'une discussion extrêmement importante. Les éditeurs ont refusé que la loi encadre cela, et donc c'est l'objet d'une discussion avec l'éditeur. Mais c'est une vraie question qui se pose, parce que dans le monde numérique, si vous voulez, un livre à 30% moins cher pour l'auteur, il ne restera plus grand-chose. Il y a en plus une grande incertitude aujourd'hui sur ce qu'on appelle, nous économistes, le consentement à payer, ce qu'on appelle en anglais le willingness to pay des consommateurs, et peut-être le prix devra diminuer encore. Donc, première question, ne faut-il pas augmenter significativement le taux de royalties à 15, à 20, à 25%, dans l'auto-édition, c'est 30 à 50%, ou même plus, ça peut monter à 70%. Mais en tous les cas, monter significativement, compte tenu du fait que les coûts pour les éditeurs, eux, diminuent significativement de l'ordre à peu près de 30%. Donc, question à la fois l'assiette et le taux. La deuxième question qui me semble, la troisième question très importante, c'est la question de la durée du contrat. Est-ce qu'il faut des contrats glissants? Dans le fond, le marché numérique, on le connaît encore très mal, il est encore tout petit, il va évoluer. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette évolution en conclusion. Est-ce que l'idéal, ce ne serait pas des contrats glissants, c'est-à-dire de 5 en 5 années ou de 4 en 4 années, et pas plus? Car dans 4 années, le marché peut avoir énormément évolué, et il conviendra de voir si les contrats conservent leur sens. Il y a aujourd'hui, vous le savez sûrement, toute une discussion à Bruxelles sur l'évolution du contrat d'auteur, avec une discussion dans le rapport qui a été remis par une députée verte du Parti Pirate, en réalité, qui s'appelle Giulia Reda, une discussion sur la durée du contrat d'auteur. Et Giulia Reda dit 70 années après la mort de l'auteur, pour le livre en général, enfin pour l'œuvre en général, c'est peut-être très long.
Et moi, je crois que c'est beaucoup trop long. À l'heure d'Internet, 70 années après la mort de l'auteur, vous faites un petit calcul, un auteur qui écrit, par exemple, à 50 ans, qui meurt à 80, ça fait 30 ans déjà jusqu'à sa mort, plus 70 ans, ça fait 100 ans. Cette question qu'on peut poser en général sur le contrat d'auteur, elle va se poser aussi sur la durée du droit d'auteur, elle se pose aussi sur le contrat d'auteur. Et je crois que c'est une question extrêmement importante dans l'univers numérique. L'autre question, c'est l'application concrète du contrat à l'œuvre numérique. Par exemple, je vous donne pour les fonds de catalogue. Aujourd'hui, les éditeurs ont fait un énorme effort pour rétroconvertir leur catalogue, c'est-à-dire pour transformer leur catalogue en contrat numérique. Ça devient très compliqué, quelquefois, de retrouver les auteurs. Il y a ce que nous, économistes, nous appelons des coûts transactionnels, et cette complexité est extrêmement grande. Et une autre question qui se pose aussi pour les éditeurs, ce sont évidemment les coûts de la protection contre le piratage. Et ça, c'est vrai que ce sont des questions qui impactent aussi la discussion entre les auteurs et les éditeurs aujourd'hui, c'est-à-dire que les éditeurs expliquent aux auteurs qu'ils sont une protection contre le piratage et ils sont aussi ceux qui les retrouveront au fil du temps. Enfin, la dernière question qui se pose, et qui se pose aujourd'hui d'ailleurs à Bruxelles, est celle de l'évolution des exceptions au droit d'auteur, et qui est une question très compliquée aujourd'hui. J'ai fait une étude très récemment sur la question de l'open access, et plus généralement des exceptions pédagogiques, etc., qui, sur l'open access, par exemple, les éditeurs sont très méfiants. C'est vrai que ça met en question leur modèle économique. L'open access est donc l'ouverture gratuite éventuellement de certains textes. Et pour les auteurs, là aussi c'est compliqué quand ce sont des résultats par exemple de recherche pour un auteur comme un enseignant-chercheur, c'est vrai que peut-être il cherche moins à gagner de l'argent qu'à être lu. Et dans le fond, l'open access est une solution extrêmement satisfaisante pour une grande partie de ces publications. Et donc là aussi, on a une tension entre les intérêts des auteurs, de certains auteurs en tout cas, et les intérêts du monde éditorial. Donc voilà quelques-unes des questions qui se posent, et je voudrais venir à ma conclusion. Juste quelques remarques. On voit bien que le numérique ravive, je ne dirais pas qu'il crée, mais il ravive, il donne une nouvelle vie à des oppositions d'intérêts. Pourquoi ? Parce que, à la fois la désintermédiation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, par exemple, l'auteur peut être tenté de se passer d'éditeur, ou l'auteur peut être tenté de parler directement au lecteur, où l'éditeur peut se dire, dans le fond, j'ai plus besoin de certains libraires, etc. La désintermédiation change les conditions de l'organisation de la chaîne de valeur et change les conditions de la rémunération des auteurs. Et se déconstruit la frontière entre l'auteur et le lecteur. On voit bien que l'auteur discute avec le lecteur. Il y a des nouvelles formes d'écriture dont je parle longuement dans mon livre. Le deuxième point qui me semble important, c'est que nous, économistes, nous étudions le droit d'auteur comme étant l'objet d'un compromis. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, le droit d'auteur protège la chaîne de valeur, et notamment l'éditeur, et éventuellement l'auteur. Il lui permet de récupérer les résultats de l'exploitation commerciale de son œuvre. Ça, c'est une chose. Mais, en même temps, le droit d'auteur limite la diffusion de l'œuvre. Et nous expliquons que, du coup, le droit d'auteur est un compromis entre la diffusion et la protection. Il va donner un monopole de l'exploitation de l'œuvre à l'auteur
qui le cède éventuellement à l'éditeur, donc il donne un monopole, mais ce compromis fait que ce monopole est temporaire. Et quand on regarde l'histoire du droit d'auteur, au début c'était 7 à 14 ans, aujourd'hui c'est 70 ans après la mort de l'auteur, on voit que ça a été un allongement continu. Et on peut se poser la question de savoir si cette logique d'allongement va durer ou si le numérique n'est pas en train de mettre un terme à cette logique d'allongement. Et ça, c'est vraiment une question qui me semble essentielle. Une autre question derrière le numérique est celle-ci. S'il devient très difficile dans le fond, de payer l'auteur en fonction du succès, dans le fond, ce que l'auteur va récupérer est tout petit, peut-être va-t-on aller vers un système qui ressemble au rapport salarial, c'est-à-dire qui ressemble à l'avance, mais où l'éditeur payerait, par exemple, une fois pour toutes, un auteur en disant, ben voilà, moi je vous donne tant, un peu comme on paye une prestation, un service, et puis l'auteur cède ses droits, et ce qu'il souhaite, c'est dans le fond être lu, il est moins intéressé par l'argent qu'il peut toucher ultérieurement. C'est en tout cas une question. On voit aussi qu'émergent toutes sortes de situations nouvelles, par exemple une économie du don, ou en tous les cas une économie de la souscription, certaines œuvres étant souscrites ex ante au départ par les futurs lecteurs qui s'engagent en quelque sorte dans le processus éditorial au même titre que le faisait autrefois l'éditeur. Et ça m'amène à dernier point de ma conclusion. Je crois qu'on va vers vraiment une nouvelle économie, même si on met à longtemps à y aller, qui sera notamment caractérisée par le fait que peut-être la relation entre le papier et le numérique va changer. C'est-à-dire pour certains segments du marché du livre, peut-être pas tous, on va commencer par éditer en format numérique et le papier viendra après, sous forme de print on demand. Et c'est vrai que si on va vers cela, moi je pense que ça n'est pas neutre pour la relation auteur-éditeur, parce qu'une version numérique requiert moins de compétences d'accompagnement qu'une version papier. Et donc, on peut aller vers de nouveaux modèles avec une nouvelle structure industrielle, un nouveau mode de production de l'édition. Voilà donc les quelques questions que je voulais poser et je vous remercie.